un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. La 15e réunion multidisciplinaire de la FAO pour la zone Afrique centrale s'est achevée ce 14 avril. Les partenaires réclament une augmentation de l'accompagnement financier. L'Institut français du Gabon a accueilli ce matin la Grande Dictée, une compétition qui a pour objectif la maîtrise de l'orthographe. Ayant fait en France la validation des réformes sur les retraites fait réagir les Français. Vous écouterez quelques réactions dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, les matériaux orthopédiques sont essentiels, voire vitaux pour les personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne les fauteuils roulants, notre rédaction s'est rapprochée des personnes vivant avec un handicap pour les mécanismes mis en place pour l'entretien de ces outils qui favorisent leur déplacement. Regardez. Outils indispensables pour les personnes à mobilité réduite. Les fauteuils roulants, comme tout autre appareil électronique, nécessitent un entretien, une tâche à laquelle chacun s'attelle à s'acquitter en fonction de ses avoirs. On te donne l'engin, toi-même tu entretiens. Comme je suis commerçante, je vends un peu de tout. Quand il y a une pièce qui est en panne, je me rapproche de la télé, j'appelle le technicien et il identifie la panne. S'il y a à remplacer, il nous dit, il facture. Après on remplace, on cherche à remplacer la pièce. Parfois, ces engins ne sont pas praticables, ce qui représente une difficulté de plus pour leurs propriétaires, qui doivent, pour certains d'entre eux, faire recours au fauteuil manuel, chose qui n'est pas très favorable. Donc quand il y a pas les pièces, on se rabat avec nous avons les fauteuils manuels. Oui, mais sauf qu'avec le fauteuil manuel, c'est coûteux. Le taxi, il est coûteux avec le fauteuil manuel. À Libreville, il existe néanmoins un atelier qui a été mis en place pour la réparation ou l'achat des pièces qui permettent d'entretenir ces engins électroniques, bien plus qu'important pour ces personnes vivant avec un handicap. La 15e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour l'Afrique centrale s'est refermée ce 14 avril 2023 à Libreville. Les financements innovants et verts étaient le nœud central de cette grande rencontre. Chimène Nindon nous en dit plus dans ce reportage. Rassemblant les experts de divers horizons, les échanges étaient centrés sur les opportunités, les défis et les perspectives alimentaires inclusives, résilients et durables en Afrique centrale. Il est clair que le développement du système alimentaire durable est essentiel pour l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la nutrition, la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que la mitigation et l'adaptation au changement climatique de la région. Nous avons également pris conscience que les financements innovants et verts peuvent jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Représentant le ministre de l'Agriculture empêché, l'inspecteur général du service du dit ministère a comparé l'agriculture à une cellule familiale. L'alimentation rassemble nos familles, nos communautés, et elle sous-tend notre culture, notre économie et notre relation avec la nature. Les systèmes alimentaires mondiaux touchent tous les aspects de l'existence humaine, ce qui en fait des instruments de changement essentiels, mais aussi importants et précieux. L'agriculture, qui est un facteur de développement important, peut en même temps représenter un danger pour l'environnement et des avantages environnementaux importants lorsqu'elle est convenablement bien menée. Les pratiques culturelles actuelles menacent nos facteurs de production et nos systèmes d'existence les plus précieux. L'utilisation de bonnes méthodes de gestion de carbone, mais aussi la création de services environnementaux, la production d'énergie renouvelable et la sécurité alimentaire impliquent la mobilisation de ressources complémentaires pour faire du secteur agricole un moteur de développement économique et favoriser la création de milliers d'emplois verts. L'Afrique centrale, à l'instar d'autres régions du monde, se retrouve confrontée à deux défis: la relance de croissance économique après la Covid-19 et le besoin d'investissements conséquents pour la résilience climatique.
raison pour laquelle les modèles innovants de financement qui tiennent compte de ces réalités sont à explorer afin de transformer les défis économiques causés par le coronavirus en opportunités de développement dans un contexte de changement climatique. Après avoir pris une part active à cette grande rencontre, certains participants ont donné leur impression. C'est le cas de la directrice adjointe de production végétaux du Tchad. Elle était au micro de Chimène Lindon. Nous avons eu à discuter autour des financements verts et les financements innovants. Et nous avons eu assez d'informations autour de ces financements parce que en Afrique centrale, nous ne mobilisons pas assez ces fonds pour développer nos systèmes alimentaires. Et vous voyez, un système alimentaire, c'est un tout. La production, la transformation, les chaînes de valeur, même on regarde aussi l'environnement et le social et l'économie. Et si seulement la FAO peut nous accompagner les pays de l'Afrique centrale à développer les stratégies pour permettre de mobiliser ces fonds, ça pourrait aider vraiment à la mise en place des systèmes alimentaires durables. Grande dictée francophone, l'événement s'est déroulé ce matin à l'Institut français du Gabon, IFG, initiative de l'Organisation internationale de la francophonie pour célébrer l'usage de la langue française dans le monde. Aïcha Akoué nous en dit plus dans ce reportage. Petits et grands réunis pour un seul événement, la grande dictée francophone. Des textes adaptés à tous les âges. Il y avait 3 catégories. La catégorie Moana, les enfants allant de 7 à 10 ans. La catégorie Okiri, pour les adolescents de 11 à 15 ans. Et les plus de 16 ans, catégorie Kalakala. La grande francophonie organise pendant la semaine de la francophonie qui a eu souvent lieu au mois de mars, une dictée, texte de dictée dans lequel il y a 10 mots qui sont déterminés dès le mois d'octobre de l'année précédente. On a dû concevoir des textes plus ou moins philosophiques, mais parfaitement accessibles pour tous les niveaux des participants. Cette dictée devrait être l'occasion d'impliquer, c'est-à-dire au lieu de la faire uniquement à l'Institut, de la faire aussi au niveau des lycées pour les années futures, pour remettre un peu l'orthographe au centre. Parce qu'au fond, on vient à l'école pour savoir lire et écrire. L'objectif, confronter sa maîtrise de l'orthographe au texte inédit des compositeurs de la dictée. La dictée, c'était plutôt facile. C'était de simples accords que j'ai fait plusieurs fois. C'était une dictée pour la francophonie. Franchement, c'était très dur, mais c'est une belle expérience. C'est super enrichissant. Ça permet au cerveau de rester quand même alerte. Donc, on attend les résultats avec une grande impatience. L'intérêt de cette activité est de faire valoir l'usage de la langue française, aussi bien écrite que orale. Organisée chaque année à l'occasion de la fête de la francophonie, la prochaine rencontre est prévue pour 2024. Cette fois-ci à l'intérieur du pays et précisément à Oyem, la population s'impatiente pour cause de retard relatif au lancement des travaux du tronçon Carrefour La Poste au quartier Tougou-Tougou. Le récit est de Aïcha Akoué sur les images de notre correspondant Curtis Nzeoba. L'axe reliant le carrefour de la Poste au quartier Edom en passant par Tougou-Tougou est toujours dans un état de dégradation très avancé. Les populations du premier arrondissement d'Oyem acclamaient l'annonce faite par les autorités de la localité il y a plus d'un mois, qui était celle de refaire cette voie. En effet, la société spécialisée dans le BTP, qui a la responsabilité de ce chantier, parlait d'une réfection complète du tronçon routier long de 2,5 km. Cette route qui relie plusieurs quartiers passe par les lycées professionnels, mais comme Konjen et celui de l'Excellence, sans oublier la prison d'Oyem. Les habitants pratiquant ce trajet au quotidien s'impatientent et décrivent leurs difficultés. Il était dit que toutes ces routes, c'est-à-dire là où nous trouvons les lignes de cours, seront toutes bouchées par la société de ce La tropicale, on a été abandonnés à nous-mêmes. Pour avoir un taxi ici, c'est un problème. Nous sommes en face d'une prison, vraiment, c'est vraiment décevant. Et dernièrement, ils sont arrivés ici pour faire le traçage. Ils sont partis.
4 mois après, ils reviennent faire le traçage. Aucune suite favorable. L'état de la route est dégradé, comme nous empêche même le plus souvent d'avoir des taxis pour nous rendre dans nos différentes entreprises. Depuis lors, les habitants de la capitale provinciale du Wellington interpellent les pouvoirs publics pour une intervention prompte afin de résoudre ce problème lié aux voiries urbaines de la ville. Nous restons à Oyem, le projet de construction d'un marché moderne à la foire d'Oyem dans la province du Wellington. L'initiative du vénérable sénateur Jean-Christophe Oyonongema va à l'endroit des commerçants de ce quartier. Jessica Andjoa pour le reportage sur les images de notre correspondant Curtis Nzeobam. Après avoir été victime des casses de l'opération Libérer les trottoirs et les espaces publics, les commerçants d'Oyem dans la province de Wellington au quartier La Foire bénéficieront d'un marché moderne. L'initiative vient, à point nommé, répondre aux besoins de la population, les commerçants en particulier. La construction du marché permettra de loger décemment les opérateurs économiques. Je compte construire un marché qui pourra avoir une capacité d'au moins une cinquantaine ou une bonne soixantaine d'opérateurs économiques, tant locaux, priorité, que expatriés. Bien qu'étant en cours, la construction du marché est toutefois appréciée par plusieurs commerçants, ceci sur une durée de 6 à 9 mois. Le problème que nous allons avoir, c'est surtout au niveau, comme vous le savez, de la dalle et des différents chaînages. Il faut un certain temps pour que ça puisse être vraiment solide et exploitable. J'ai commencé les travaux et toutes les autorités sont informées puisque j'étais ici avec les différents responsables. Un projet innovant qui sort déjà de terre et rentre dans le cadre du partage temps prôné par nos hôtes. À présent, hors de nos frontières, les Français réagissent au lendemain de la validation de l'essentiel de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel et sa promulgation expresse par Emmanuel Macron alors que le président manœuvre pour relancer son deuxième mandat, avec une prise de parole attendue lundi 17 avril prochain. Écoutons ces réactions recueillies dans les rues de Paris. Finalement, c'est certes le parcours démocratique qu'on nous promet depuis quelques jours en disant que c'est inéluctable, mais en réalité c'est bien plus profond que ça parce que c'est une réforme qui crée un peu une crise politique de confiance et qui est en train d'ouvrir la voie de partis extrémistes qui attendent leur tour. Donc finalement, je pense que cette réforme, qu'elle soit bonne ou pas bonne, il fallait la différer et surtout pas la promulguer parce que l'effet de rebond va être terrible d'un point de vue politique et je pense que c'est bien au-delà de l'intérêt d'une réforme réussie des retraites, quoi qu'il en soit. Le Conseil constitutionnel, il a fait son travail, il a jugé selon le droit. La promulgation, c'est peut-être un peu rapide, d'autant que compte tenu des mouvements sociaux, il faudrait peut-être différer un peu. Pour le reste, c'est une loi, il y a peut-être plus urgent à faire, qu'une loi sur les retraites. Là, je suis française, mais d'origine ivoirienne. Donc moi, de toute façon, arrivé un moment, je vais rentrer dans mon pays. Mais même si je ne rentre pas, mes enfants sont nés ici. Donc j'aimerais pas que mes enfants travaillent jusqu'à 64 ans, ça fait trop. À quel moment tu profites de ta retraite, en fait? Voilà, c'est ça. Tu ne vas pas travailler toute ta vie. Le temps de profiter de ta retraite, tu meurs. Donc, Les peines prononcées contre les accusés de viol sur la mineure Sanaé au Maroc se sont alourdies. Après les sentences jugées choquantes et insuffisantes à la première audition, la Cour d'appel a augmenté les peines assorties d'amende la nuit du jeudi contre les 3 hommes. C'est un récit de Aïcha Akoué. Nouveau rebondissement dans l'affaire du viol d'une mineure au Maroc. Après un jugement qualifié de laxiste et insuffisant, la Cour d'appel de Rabat a alourdi la nuit du jeudi les peines des 3 hommes accusés d'abus sexuels sur Sanaé. Fillette de 12 ans aujourd'hui, elle était âgée de 11 ans lors des faits. Un agresseur a été condamné à 20 ans de prison ferme, les 2 autres à 10 ans chacun. Sanaé a subi des viols à répétition sous la menace dans un village près de Rabat qui s'est suivi par une grossesse selon les ONG de défense
les droits des femmes. Nous sommes satisfaits du verdict qui a confirmé la condamnation des accusés en alourdissant les peines à 10 ans de prison ferme pour 2 accusés et 20 ans pour le 3e. À la première audience le 20 mars dernier, l'un des hommes a été condamné à 2 ans de prison ferme et les 2 autres à 18 mois chacun, des peines qui ont choqué l'opinion. Nous remercions le tribunal et la justice marocaine qui ont répondu à nos revendications de réviser le premier verdict qui a choqué tout le monde. Ces peines ont été associées à des dommages à payer. 140 000 dirhams, soit plus de 8 millions de francs CFA, tandis qu'en première instance, ils devaient payer un total de 50 000 dirhams, environ 3 millions de francs CFA, soit un peu moins du tiers. Aujourd'hui, Sanaé est maman d'un enfant de 1 an, dont l'un des accusés a été confirmé le père par un test ADN. L'avocat de Sanaé, Abdel Fattah Zarache, ne compte pas s'arrêter là. Nous allons faire un recours auprès de la Cour de cassation après consultation avec la famille de la victime, parce que nous ne comprenons pas pourquoi les 2 accusés ont été condamnés qu'à 10 ans de prison, même s'ils méritent tous une lourde sanction vu la monstruosité des faits commis. Ce drame au Maroc a relancé le débat sur la protection des enfants contre les violences sexuelles et la nécessité de réforme des lois. Sport à présent, ouverture de la 26e édition de Taekwondo Baby Champion, une compétition créée pour les enfants uniquement dans l'optique de les former et de les amener à devenir des futurs champions de demain. Jeremy Goma pour le reportage. Le gymnase du Prytanée militaire de Libreville a abrité ce jour la 26e édition du tournoi dénommé Baby Champion. Comme son nom l'indique, c'est une compétition dédiée exclusivement aux plus jeunes. Elle enregistre la participation de 250 athlètes qui se sont fait accompagner par leurs parents. Plusieurs clubs de la Ligue de Taekwondo de l'Estuaire étaient présents. Par faute de budget, ceux de l'intérieur du pays n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ce tournoi qui se déroule sur 2 jours prépare ces jeunes à devenir l'élite de demain. Comme le nom l'indique, Baby Champion, donc c'est pour les bébés. Donc nous allons investir sur ces enfants-là parce que c'est l'avenir du Gabon. La compétition n'est pas réservée uniquement au club de l'Estuaire. C'est également ouvert aux équipes de l'intérieur du pays. C'est juste une question de budget. Par le passé, nous avions des équipes qui venaient de Port-Gentil et même de Lambaréné. Et quand elles faisaient le déplacement, nous les prenions en charge ici à Libreville. Il faut dire qu'à l'époque, nous avions une subvention du ministère des Sports. Cette subvention n'étant plus effective, donc nous avons du mal à prendre en charge ces équipes-là quand elles arrivent. Bien que timides, certains jeunes se disent prêts à en découdre et à décrocher la breloque en or. Je me sens bien. Oui, je suis prêt. Je me suis bien préparé. Seulement dire que aujourd'hui, je dois prendre la médaille d'or. Pas la médaille d'argent, la médaille de bronze. Ce tournoi revêt un caractère purement préparatoire. Les membres du comité d'organisation souhaitent une amélioration continue pour les éditions futures. Nous restons en sport. Candidat unique à la prochaine élection fédérale prévue le 22 avril prochain. L'ancien président, aujourd'hui devenu député à l'Assemblée nationale, estime que la boxe gabonaise est dans un coma profond. Jeremy Goma nous en dit plus dans ce reportage. Selon les dates retenues, l'Assemblée générale élective à la Fédération gabonaise de boxe est prévue le 22 avril prochain. Cette date intervient après de multiples turpitudes autour de cette fédération qui ne reconnaît pas le président actuel. La Confédération africaine de boxe a donc procédé à la création d'un comité ad hoc. Celui-ci aura pour but de tenir cette assemblée générale élective dans les règles de l'art et du respect des dispositions en vigueur. Pour l'heure, une seule candidature a été enregistrée et remplit toutes les conditions nécessaires. Cette unique candidature n'est autre que celle de Bonaventure Digou Manfumbi, homme politique gabonais qui connaît bien cette fédération pour l'avoir dirigée il y a 19 ans. Il est plus que jamais motivé à ramener la boxe au sommet en basant son plan d'action sur 4 principaux points qui sont 2. Réconcilier d'abord tous les acteurs de la boxe, c'est la priorité. Toute initiative serait vouée à l'échec si tout le monde ne regarde pas dans la même direction.
C'est un chantier important et c'est une urgence. La deuxième chose, c'est entreprendre et mener une diplomatie sportive auprès des autorités politico-administratives de notre pays. Le troisième élément, c'est repartir à l'international pour rassurer nos partenaires en ce qui concerne notre discipline, donc la boxe au Gabon. Et le quatrième élément, c'est revoir les mécanismes de formation, relancer la formation, relancer les compétitions et mettre le boxeur au centre de toute action que nous allons initier. Si rien ne s'y oppose, c'est le 19 avril prochain que va s'achever la campagne électorale avant de procéder au scrutin le 22. Nzigou Manfumbi se dit prêt à relever ce défi majeur et souhaite faire participer les athlètes aux différentes compétitions internationales. Il dispose donc des moyens de sa politique et aurait le soutien des ligues. Notre discipline est KO. Il faut la relever. Pour la relever, il faut la contribution des uns des autres. Tous ceux qui ont un minimum d'expertise, et j'en fais partie. Il est nécessaire que tous ces gens-là unissent les efforts pour sortir de notre discipline des sentiers battus. Et j'ai donc pris conscience du danger qui guette une discipline. C'est pour cette raison que je me suis engagé par patriotisme, pour apporter le peu de connaissances que j'ai, pour apporter le peu de moyens que j'ai, et surtout ma petite expérience dans ce domaine. Donc c'est par patriotisme, et je ne l'ai pas fait seul. J'ai été sollicité à l'occasion par les ligues, et par plusieurs acteurs de la boxe. Et après réflexion, et après avoir consulté les miens, j'ai estimé qu'il était nécessaire de sauver le pays en ce qui concerne la boxe. La boxe, discipline d'identification des Gabonaises et Gabonais, il fallait impérativement que je m'implique, comme tous les autres Gabonais, pour sortir de cette discipline des ténèbres. Par le passé, le noble art était la discipline sportive la plus prisée du Gabon et avait, en son sein, un vivier important de boxeurs de qualité. Il serait désormais temps de relever cette discipline sportive qui est à l'agonie. Rendez-vous est donc pris pour le 22 avril prochain. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera le temps. Portez-vous bien. Au revoir.